Rebonjour à tous. On va reprendre la journée de formation avec une après-midi autour de la jeunesse. Pour ceux qui sont documentalistes, vous pourrez poser toutes vos questions sur les nouveautés jeunesse dans un premier temps avec Cédric Chaffard de la librairie À titre d'elle. Et puis après, vous pourrez découvrir des auteurs jeunesse qui sont là aussi pour vous. Voilà, je vais laisser la parole à Cédric. Voilà, bonjour. Donc, je m'appelle donc Cédric Chaffard, je suis libraire spécialisé jeunesse à Lyon, à la librairie À titre d'elle, une librairie dans les pentes de la Croix-Rousse. Alors aujourd'hui, un peu la seule librairie spécialisée jeunesse à Lyon. Ça devient une denrée rare, voilà, en sachant que des rayons jeunesse, vous en trouvez bien sûr dans toutes les librairies généralistes, la plupart du temps. Mais notre caractéristique, c'est d'avoir un fonds uniquement jeunesse, en fait, composé de à peu près 9000 références qui vont des tout petits jusqu'aux adolescents. Et c'est un peu dans ce cadre-là que Quai du Polar me demande d'intervenir sur la production jeunesse, autour du polar, bien entendu. Alors, je vais me concentrer sur une tranche d'âge, on va dire, à partir des romans juniors, c'est-à-dire 9-10 ans, la fin de l'élémentaire jusqu'aux adolescents. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une très grande production spécifique d'albums ou voire même de première lecture autour du polar. Il existe des choses en première lecture, mais aujourd'hui je ne vais pas avoir le temps en fait de vous présenter cette production-là, qui est une production à part que vous trouvez chez les éditeurs comme Nathan, chez Belin, etc., où vous avez des petites collections. Si vous voulez d'ailleurs en voir un panel, je suis tout le week-end au Palais de la Bourse, bien entendu. Et j'ai un stand jeunesse à l'étage avec les animations jeunesse et avec une sélection justement de choses un peu récentes, un peu nouvelles que je pourrais vous présenter sur place plus précisément. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur le polar et la littérature jeunesse un peu en actualité, je vais essayer de voir s'il existait des chiffres de ce que ça représentait en fait en littérature de jeunesse, cette part en fait de production sur les romans ados, les romans juniors en fait autour du polar. Mais en fait, je demande des choses qui sont un peu trop pointues, donc en fait, je n'ai pas trouvé. Aujourd'hui, cette production, elle s'axe autour. Enfin, il y a seulement quelques éditeurs, on va dire, qui ont fait le choix de garder des collections polar. Contrairement au polar adulte, où vous avez des collections, mais vous avez aussi des éditeurs qui sont spécifiquement polar. En jeunesse, vous ne retrouvez pas en fait cette même construction. Certains éditeurs vont avoir des collections polar, d'autres vont éditer du polar, mais sans mettre ça dans des collections spécifiques. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué pour nous d'aller à la pêche en fait des romans d'enquête, des romans thrillers, voilà. Donc c'est toujours un tout petit peu plus compliqué. Alors, je vais revenir très classiquement en fait sur les trois éditeurs qui historiquement ont des collections polar. Trois éditeurs que vous connaissez bien. Il y a un éditeur historique, on va dire, qui sont les éditions Rageot, avec une collection qui s'appelait Cascade Noire il y a quelques années, et maintenant qui s'appelle Heure Noire. Alors c'est la collection où vous trouvez notamment Christian Grenier, et l'ordinateur, bien entendu, que vous avez tous, enfin pour ceux qui sont dans les CDI, que vous avez tous dans vos centres de documentation, bien entendu. Alors, depuis 2 ans, Rageot a fait un choix un peu particulier, qui est de recomposer sa collection Heure Noire. Heure Noire, c'était une collection, c'était pas lié à l'âge, c'est-à-dire que vous aviez des textes qui étaient plus ou moins difficiles en fonction de l'auteur, bien entendu. Et il se trouve que depuis 2-3 ans maintenant, ils ont composé leur collection autour de 3 couleurs différentes. Il y a les heures noires de couleur jaune, les heures noires de couleur rouge et les heures noires de couleur verte. Et dans les heures noires de couleur jaune, on est autour de 8 ans. Après, on passe autour de 10 ans pour les heures noires de couleur rouge. Et en fin de compte, on finit avec les heures noires de couleur verte à partir de 12 ans, donc à l'entrée du collège, à peu près. Alors bien sûr, il y a dans ces collections des titres phares, mais on s'aperçoit quand même, lorsque là j'ai fait je me suis fait moi une espèce de panorama depuis début 2018 en fait sur les parutions, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant de parutions que ça.
C'est un peu essaimé. On va dire que par collection, il y a 4-5 nouvelles parutions par an. Mais c'est surtout des rééditions, en fait, qu'on retrouve, puisque c'est la grande mode des éditeurs, c'est-à-dire de refaire du nouveau avec un peu d'ancien, en recomposant des belles couvertures et en nous faisant des fois redécouvrir des choses aussi qu'on avait oubliées, pourquoi pas, et qui nous permettent de les redécouvrir, bien entendu. Alors, leur collection Rajo jaune, elle est quand même très ancrée autour de séries et de personnages récurrents, en fait, à l'intérieur des histoires. Alors, bien entendu, c'est à partir de 8 ans, donc ça permet aux enfants qui ont découvert une fois le personnage, en fait, de revenir vers ce roman-là. Et une des collections qui marche très bien dans cette collection jaune des Heures Noires, c'est un chat qui s'appelle Hercule, chat policier. Alors pour la petite anecdote, Hercule, c'est Christian Grenier qui a créé ce personnage-là. Et Christian Grenier, en fait, il l'a créé dans un autre roman, ce qui sont les enquêtes de logiciels, l'ordinateur, puisque c'est le chat de logiciel qui s'appelle Hercule. Et donc il a transféré ce personnage de Hercule dans ses propres enquêtes, et qu'il a transféré dans cette collection jaune. Donc aujourd'hui, on en est à, je ne sais plus combien de titres, mais là, il y a eu 3 nouveaux titres en 2018-2019. On doit être à 7-8 volumes des aventures de Hercule, chat policier. Et puis à côté de ça, Rajo s'est dit, c'est bien, ces petites collections, ces séries. Et donc, ils ont lancé 3 autres petites séries. Les Apprentis détectives, qui sont écrits par Agnès Laroche, avec 4 titres pour l'instant. Mortimer mort de peur, pareil, écrit aussi par Agnès Laroche, avec un 6e tome qui vient de sortir. Et puis en fin de compte, et pour terminer, Les Enquêtes avec Léa de Christophe Mirocourt, où il y a pareil 4 tomes. Donc vous voyez, on est vraiment sur des séries avec des personnages récurrents qu'on va pouvoir accompagner. On est vraiment sur une lecture très simple. Je pense que vous les avez eus entre les mains, en fait, ces livres. Et on est sur des bouquins qui sont vraiment faciles d'accès, avec encore de l'illustration, avec du caractère très gros, en fait, et qui permet aux enfants de rentrer très facilement, en fait, dans ces premières lectures. Je dis première lecture, mais on est plus sur du premier roman que sur de la première lecture. Après la collection rouge, on va retrouver des titres un petit peu pour le coup one-shot, pas forcément des séries. Il y a, moi ce que j'ai pu découvrir cette année notamment, c'est un titre qui s'appelle La nuit tous les jouets sont gris, qui est fait par Élie Darcot, que je connaissais pas du tout. Autant tous les auteurs que je vous ai cités avant, c'est des gens que je connaissais très bien, parce qu'on a eu l'habitude de les voir, mais Élie Darcot, je ne connais pas. Donc j'ai trouvé assez intéressant ce petit roman à découvrir, qui est vraiment un one-shot. L'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve avec son grand frère à faire le travail de veilleur de nuit, enfin à l'accompagner dans son travail de veilleur de nuit, et ça ne va pas tout à fait se passer comme c'était convenu, bien sûr. Il y a Maxence et les fantômes, toujours où on retrouve Christophe de Mirocourt, et enfin Le Club des Métamorphoses, qui est une série que vous avez peut-être découvert sur un personnage qui a le pouvoir de se transformer en petite bestiole. Alors, je dis petite bestiole pour ne pas dire insecte, puisqu'en fait il peut se transformer en araignée, et qu'une araignée n'est pas un insecte. Et voilà, et cette capacité qu'il a va lui permettre de mener des enquêtes, mais c'est aussi dangereux que de se retrouver dans le corps d'une toute petite araignée, bien entendu, vous imaginez bien. Et donc il y a un 3e tome, et c'est une jeune fille qui s'appelle Camille Brissot, qui avait été invitée il y a 2 ans par Quai du Polar, en fait, sur les opérations d'été, et qui a fait ce 3e volume des aventures de ces gamins qui peuvent se transformer en petits animaux. Et puis il y a Christian Grenier, a priori, mais ça j'ai pas beaucoup d'infos, qui sort une nouvelle série, toujours ancrée dans les nouvelles technologies, un petit peu comme il aime le faire en fait avec l'ordinateur, avec les enquêtes de logiciels. Et donc ça s'appellera Z Agent IA. Intelligence artificielle, on peut imaginer quand même que c'est effectivement lié à la technologie comme il sait le faire d'habitude, mais ça c'est pas encore sorti, je ne l'ai pas eu entre les mains, je ne l'ai découvert que tout à l'heure. Enfin, il y a cette dernière collection qui était la collection d'origine au départ, là où il y avait justement l'ordinateur qui était sorti, et je ne sais pas si vous aviez connu, mais à une certaine époque, Rajo avait aussi sorti une collection pour les plus grands qui s'appelait Thriller, une collection de romans plutôt dynamiques, avec une exigence dans la rapidité en fait de l'action qui était demandée par le directeur de collection à l'époque, et qui avait donné quelques titres assez intéressants, et où il y avait eu par exemple Marin Ledin qui avait fait un titre
mais aussi Fabien Clavel, Manon Fargeton, Hervé Jubert, voilà, ils avaient tous travaillé un petit peu dans cette collection-là. Donc cette collection n'existe plus du tout, c'est-à-dire vous ne les trouvez plus, il n'y a plus rien qui est édité. Mais par contre, il y a des rééditions qui sont proposées aujourd'hui dans les Heures Noires. Et là, il y a 2 trilogies qui étaient donc dans cette collection Thriller qui viennent d'être rééditées, notamment la trilogie Lana Bloom. Alors ça vous dit rien comme ça parce que Lana Bloom, c'est le nom du personnage. Mais Fabien Clavel avait créé un premier volume qui s'appelait Décollage immédiat, si ça vous dit quelque chose. Et ensuite, il y avait Une nuit blanche au lycée, puis un 3e opus dont je me souviens plus du nom. Et en fait, là, ça a été regroupé. Donc, ils ont refait 3 volumes où ils reprennent en fait cette collection Thriller qui rééditent tout simplement dans la collection Heures Noires. Et ils ont fait la même chose avec les romans de Manon Fargeton, le suivant sur la liste, qui était une trilogie en fait dans la collection Thriller et qui devient une trilogie dans la collection Heures Noires. Donc c'est là ce que je vous disais tout à l'heure. On retrouve pas beaucoup de nouveaux titres pour les adolescents. On retrouve des nouveaux titres pour les plus jeunes, mais pour les adolescents, Rajo, pour l'instant, réédite des choses qui ont déjà été faites. Avec certainement des nouveautés, pour le coup, pour la fin d'année 2019, mais j'ai pas beaucoup plus d'infos que ça. Alors, vous n'hésitez pas, si vous avez certaines questions, à m'interpeller. Hein. Moi, je peux être aussi dans l'interaction avec vous avec ça. Alors, la deuxième grande collection qui propose le deuxième grand éditeur qui propose du roman noir avec des vraies collections, c'est les éditions Syros, bien entendu. Alors Syros, il y a quelques années, ils avaient 3 collections. Vous avez les mini Syros Polar, que vous connaissez tous, les petits jaunes, avec énormément de titres, avec des choses très étudiées à l'école. C'est un format en fait qui est quand même très pratique, qui est pas cher, et qui est plutôt tendu. Moi j'aime bien, il y a Opel dedans notamment, il y a je crois qu'il y a énormément de monde qui a écrit là-dedans, et c'est vraiment des petits récits tendus qui sont vraiment à proposer en fait aux jeunes lecteurs, pas si jeunes que ça en fin de compte, mais à ceux qui ont plus de mal pour rentrer dans des gros romans. Il y a bien sûr leur collection Souris Noire, qui est la collection phare des éditions Syros, et puis il y avait la collection Rat Noir. Et la collection Rat Noir s'est arrêtée depuis 2 ans maintenant, donc il n'y a plus aucune parution en fait en Rat Noir. Il y a par contre un choix de l'éditeur Syros de créer une nouvelle collection qui est pas tout à fait une nouvelle collection, puisque ils ont créé des ouvrages grand format qui s'appellent hors collection. Et en fait, ils se sont ouverts les univers. Ce qu'ils avaient peur, Syros, c'est de rester bloqués, coincés en fait avec cette histoire de polar et de ne pas pouvoir éditer des personnes qui avaient des romans qui n'étaient pas tout à fait des polars. Et aujourd'hui, c'est vrai que Syros édite de plus en plus de l'anticipation, des romans de vie quotidienne, mais il continue aussi, malgré tout dans cette collection, dans cette hors collection en fin de compte, à éditer quelques polars. Mais c'est plus aussi bien identifié qu'avant. Alors, dans les mini Syros polars, il y a des nouveautés régulièrement. Enfin, il n'y a pas des nouveautés régulièrement, il y a des rééditions régulières. Et il y a une nouveauté réellement, c'est les enquêtes de Nino. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des choses autour de l'histoire. Il y avait qui a volé la main de Charles Perrault, qui a cassé l'assiette d'Henri IV, etc. Et là, il y a qui a cassé le miroir du roi Soleil. Donc c'est Claudine Aubrin qui fait ça. Donc on retrouve un personnage récurrent à l'intérieur de cette mini-série. C'est le seul vraiment nouveau tome. Vous verrez que le reste, c'est un fond qui continue à exister, parce qu'en fait, qui reste bien d'actualité, je trouve, et qui n'a pas vraiment vieilli, en fait, où on retrouve des thèmes sur le vol, sur des fausses enquêtes, entre guillemets, qui sont vraiment des thèmes qui traversent la jeunesse, en fin de compte, enfin les enfants, et qui leur permettent de s'y retrouver, quelles que soient les générations. Parce que là, il y en a certains, ça fait déjà 2 générations, 3 générations que ça existe. Ce qui est un peu dynamique, effectivement, c'est la partie souris noire. Et là, on a... Alors, une des caractéristiques, c'est un peu comme chez Rajo, mais c'est très marqué chez Souris Noire. Une des volontés de l'éditeur, chez Syros, c'était de proposer à des auteurs de littérature générale, adultes, d'écrire en fait des petits romans pour la jeunesse, dans la collection jeunesse. Et donc, ça a plutôt bien marché, puisque la plupart du temps,
c'est des auteurs qui sont vraiment dans les deux univers en fait et qui écrivent, et c'est souvent des auteurs polars qui viennent écrire pour Syros dans du polar. Vous avez des titres de Marin Le Dain par exemple, vous avez des titres de Daniel Thierry qui sera présente donc sur le salon et qui écrit aussi bien sûr pour les adultes. Vous avez des titres de Dominique Delahaye, pareil, qui écrit aussi pour les adultes. Et vous avez eu des titres de Serge Quadrupani, par exemple. Donc des grands auteurs polars qui sont venus, en fait, quelque part, même Caril Ferret a écrit dans cette collection, qui sont venus, en fait, se faire une petite récréation, quelque part, en fait, en écrivant du côté de la jeunesse. Alors, c'est pas toujours réussi, parce que je trouve que l'exercice est des fois compliqué. Les auteurs polars adultes ont tendance à simplifier leurs propos, alors que c'est pas ce qu'on attend d'eux en fin de compte. Et oui. Chez Syros, oui, mais en hors collection. Après, je vais y venir au dos à dos noir, ouais, parce que bien sûr c'est Rouergue et Actes Sud d'une seule voix, mais on est moins sur des choses polars. Et pour le coup, là, on est sur des choses qui... on est vraiment sur des... c'est vraiment des romans qui en direction des adolescents, qui sont rarement écrits d'ailleurs par des auteurs qui ont fait aussi de l'adulte. Ça peut arriver, mais pas toujours. Et qui, justement, trouvent une intelligence, en fait, qu'on ne retrouve peut-être pas des fois chez certains auteurs adultes qui ont tendance à se dire, écrire pour les enfants, c'est facile. Il suffit de faire un peu plus simple, un peu moins de sang, et puis ça marchera. Sauf que ça ne marche pas toujours comme ça, quoi. Voilà. Il y a besoin d'autre chose dans un roman pour enfants ou pour adolescents. Et ça, ils ne savent pas toujours le faire. Alors vous allez voir, je vais venir sur d'autres collections, d'autres hors collections, justement, puisqu'il y a beaucoup d'éditeurs où on va piocher dans des choses qui ne sont pas identifiées comme du polar au départ. Alors, dans les grandes nouveautés de l'année, il y a, justement dans cette collection Souris Noire, il y a quand même 2 textes de Jean-Christophe Tixier, qui sera aussi invité sur le salon ce week-end. Alors, qui a eu plein de prix grâce à sa série qui s'appelle 10 minutes. Le premier s'appelait 10 minutes à perdre. Et puis, il y en a eu 2 autres. Et là, il y en a 2 qui viennent d'arriver. C'est 10 minutes sur le vif et 10 minutes de dingue. Alors, il faut juste savoir, pour la petite info, que toutes ces collections peuvent se lire indépendamment. C'est-à-dire, c'est pas une suite réellement. Et là, pour le coup, il a trouvé un bon filon, puisque ces espèces de personnages, on est sur un récit assez tendu aussi, là. Tixier, c'est quand même quelqu'un qui écrit beaucoup pour la jeunesse. Et il s'est amené, en fait, son récit. Et d'ailleurs, il a sorti quelque chose d'un petit peu décalé de sa série de 10 minutes, qui s'appelle 2 roues de travers, et qui va aborder une question qui est peu abordée, qui est la question du handicap, puisqu'il met en scène un personnage principal qui est une jeune fille dans un fauteuil roulant, ce qui n'est pas forcément très courant, en fait, en littérature, et qui est assez intéressant, d'ailleurs, dans la manière dont c'est traité. Moi, je suis toujours un petit souci sur les thématiques d'âge. Syros Souris Noire nous annonce une tranche d'âge autour de 10-11 ans, et quelquefois aborde des thèmes qui sont des thèmes un peu difficiles, et qui sont d'un premier abord peut-être pas faciles d'accès pour des enfants qui ont cet âge-là, qui ont la compétence de lire ces romans-là, et qui n'ont pas forcément la maturité, en fait, nécessaire pour pouvoir aborder les thématiques qui sont proposées. Et ça, c'est quelquefois un petit peu problématique. Alors, c'est le rôle du passeur de livres, hein, que ce soit le documentaliste, le libraire, le parent, le bibliothécaire. C'est bien à nous de pouvoir proposer, en fait, le livre en fonction pas d'un âge, mais d'une maturité surtout affective, j'imagine. Voilà. D'autres sont beaucoup moins engageants. Enfin, Marin Le Dain avait écrit il y a 2 ans maintenant un qui s'appelait Un royaume pour 2, qui était sur les thématiques des réfugiés de Syrie. Voilà, donc il fallait avoir déjà une petite connaissance de cet univers-là pour pouvoir rentrer dans ce roman-là. Il y avait des prérequis, en fin de compte, que les lecteurs avaient besoin pour pouvoir rentrer, en fait, dans ce roman-là. Et là, c'est un petit peu le cas pour certains, pour le 2e volume de Tixier, là, les 2 roues de travers, c'est pareil, il y a un prérequis, notamment autour du trafic de drogue, puisque ça va être beaucoup axé là-dessus, en fait, sur les passeurs de drogue. Voilà. Alors,
comme je vous disais, en hors collection, il continue à y avoir des choses qui paraissent. Et d'ailleurs, il y a une Sylvie Alouche, qui est une grande auteure aussi adulte, et qui propose un deuxième opus d'une série qu'elle avait commencé avec un roman qui s'appelait Stabat Killer. Et là, elle vient d'enchaîner avec Snap Killer. Donc, en fait, on est plus sur l'idée des réseaux sociaux aussi. Et ça fonctionne plutôt bien. Là, on est vraiment sur du noir, en fait, vraiment sur du thriller, comme on peut retrouver. Et puis, il y a, allez, ça, je le dis parce que j'aime bien cet auteur, mais Hervé Jubert, qui sort Drone Boy très prochainement, que je n'ai pu lire que le 4e de couverture pour l'instant, mais qui m'a tout de suite donné envie. Et puis Jubert, qui était l'homme qui a le quadrille des assassins, et puis qui avait fait aussi Blanche, si vous vous souvenez, chez Albin Michel. Voilà. Et donc, il revient avec Drone Boy. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas édité quelque chose chez un éditeur, donc ça me fait plaisir de le retrouver. Alors, il y a un 3e éditeur, quand même, qui identifie ses romans en mettant polar dessus, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est les éditions Oscar. Et les éditions Oscar, alors, ils identifient plus ou moins, c'est plutôt compliqué. Il y a premier polar, il y a polar, et puis des fois, il n'y a rien du tout, mais on sait que c'est du polar. Bon, les couvertures sont noires. C'est déjà pas mal, ça aide à identifier. Et puis là, il y a... Alors, les éditions Oscar, le petit reproche que je peux leur faire, c'est qu'ils ont une production qui est assez importante et où on a du mal, en tant que libraire, mais aussi en tant que documentaliste, que bibliothécaire, à suivre cette production très importante et donc à être performant pour conseiller tous leurs romans. Donc en fait, on passe à côté de beaucoup de choses, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est un peu dommage, parce qu'il y a souvent des textes qui sont intéressants. Et cette année, c'est Céline Le Gallo qui fait la une de Oscar, puisqu'il y a 2 romans, enfin depuis 2018 en fait, dans la petite série qui s'appelle Sherlock et Ernest et Sherlock. Et donc il y a 2 petits romans qui viennent de sortir, dont un qui n'est pas encore dans mes cartons, je l'aurai demain normalement, voilà. Mais qui sortait qui sortait aujourd'hui, voilà, qui était l'incroyable vol du violon de Lady Blunt. Et voilà, Oscar, c'est dommage parce que c'est un peu méconnu, mais ils ont en polar, ils ont vraiment des choses très intéressantes. Vous avez peut-être connu une série qui s'appelle Le Commissaire Razinski, avec Papillon Noir, avec... enfin, il y a 4, 5, 6 textes, je crois, en fait, maintenant, autour de ce commissaire-là. Et c'est intéressant parce qu'on a un personnage principal qui est une adulte, ce qui est assez rare aussi en littérature de jeunesse. Et pour le coup, c'est intéressant d'avoir ce personnage principal qui soit une adulte. Alors bien sûr, elle est toujours en contact avec des adolescents, mais voilà, c'est une petite particularité de ce personnage-là qui est intéressante. Alors à part ces 3 éditeurs, réellement, le reste, il faut aller à la pêche. Donc moi, chaque année, pour préparer Quai du Polar, je travaille pendant 1 an avant avec mes représentants, avec les livres qui arrivent en librairie, et je me fais des listes de bouquins qui arrivent et que j'identifie comme des polars ou des thrillers ou des choses que je pourrais conseiller à ce moment-là. Alors, à la fois en librairie, au moment de Quai du Polar. Alors, c'est des fois un peu compliqué, parce que c'est rarement identifié. Voilà, les éditeurs essaient de faire des efforts. On parlait tout à l'heure des collections dos à dos. Donc, au Rouergue, il y a une grande collection pour les adolescents qui s'appelle Dos à dos. Et dans cette collection, ils ont développé un petit label qui s'appelle Epic, qui est un label fantastique avec des textes de Stéphane Servant, d'Alex Cousseau et puis de tas d'autres. Et j'ai regretté, en fait, alors ils avaient aussi créé les Dos à dos noirs, mais pas comme ils avaient fait ce petit label Epic qui est vraiment plus que juste un ajout de collection, qui est vraiment un espèce de label à l'intérieur de la collection. Bon, malgré tout, il existe quelques dos à dos noirs, et notamment ceux que vous avez pu voir. Enfin, l'auteur dos à dos noir par excellence du Rouergue, c'est Guillaume Guéraud. Alors j'aime bien parce que Guillaume Guéraud, c'est quand même l'homme qui fait débat tout le temps, quand il sort un roman. Notamment le dernier qu'il est sorti chez Rouergue, ça devait être Plus de morts que de vivants, qui se passe dans un collège, et c'est absolument gore, voilà, c'est le mot. Ça pète, enfin voilà, c'est quelque chose de, voilà, c'est à lire. Enfin moi ça me plaît, mais voilà. Après il faut savoir à qui on le conseille, et surtout faut dire de quoi on parle, quoi. Voilà. Mais avec Guéraud, on est souvent sur de la littérature de genre,
C'est-à-dire que le trait est gros, il est tellement gros qu'on arrive à décaler en fin de compte de la réalité. Et c'est ce qui est intéressant dans son récit, dans la manière dont il aborde. Il a une façon très cinématographique en plus d'aborder le récit. Alors, il va revenir, hein. Fin 2019, il y a un autre roman qui est prévu, mais j'en sais rien du tout de ce que c'est. Mais voilà, moi je me fais toujours un petit plaisir à l'attendre et à le lire assez rapidement derrière, parce que c'est un vrai régal. Alors, il y a une autre auteure, Rouergue, qui est en train de faire débat là, en ce moment, que si vous êtes branché sur certains réseaux sociaux, vous pouvez voir. C'est Marine Carteron. Marine Carteron, qui a fait Les Autodafeurs, qui a fait Génération K, qui a eu un succès fou en fait avec ses 2 romans Rouergue. Ça faisait longtemps que le Rouergue n'avait pas eu des blockbusters de vente comme ça avec des romans. Et là, elle sort 10. Alors c'est pareil, hein, ça sortait aujourd'hui, je crois. Alors j'ai pas lu une page encore. J'ai juste lu ce qu'on en dit. Et on en dit que effectivement c'est un peu sanglant, c'est un peu gore et que c'est d'une violence relativement extrême. Donc il y a tout un débat sur est-ce qu'on doit conseiller en fait 10. Alors 10 bien sûr c'est en lien au Petit Nègre, enfin c'est une île sur laquelle 10 adolescents vont se retrouver et petit à petit ils vont tous mourir les uns après les autres. Donc il y a vraiment cette référence à Agatha Christie qui est très forte. Et dans 10, voilà, il y a une violence un peu extrême qui peut poser un certain nombre de questions sur le lieu, l'endroit où je peux le conseiller et où je peux le proposer. Donc je vous invite à aller suivre un petit peu les débats autour de ce roman-là et puis à voir comment vous vous positionnez professionnellement ou personnellement en fait vis-à-vis de ces romans. Donc ça sera la parution du Rouergue que je dis un petit peu thriller, noir bien sûr, et puis Marine Carteron aujourd'hui, on l'attend en fait avec ses romans puisqu'elle a eu un très gros succès avec les 2 précédents. Alors c'est une collection, alors le Rouergue continue à éditer beaucoup de textes sur la vie quotidienne, sur les faits sociaux, et c'est vrai qu'il y a peu de choses polars qui sont parues depuis 1 an et demi, à part effectivement ce dont je viens de vous parler. Alors, pour être dans la lignée du Rouergue, on va parler d'Actes Sud, bien entendu. Et Actes Sud avait une collection thriller. Si vous vous souvenez, c'était leur collection de romans ados avec quelques gouttes de sang dans le coin gauche, en fait. Et c'était marqué thriller. Et vous aviez notamment Jovitek, qui avait écrit 3 titres, notamment Le Domaine, dans cette collection-là. Et c'est marrant parce que en fait, ça s'est pas continué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ça n'a pas matché plus que ça, j'imagine, je sais pas. Mais disons qu'ils n'ont pas eu les auteurs en fait qui leur ont permis de continuer en fin de compte ce petit truc de collection. Et pareil, alors chez Actes Sud, on est beaucoup ancré sur le quotidien, sur les faits sociaux, et un peu moins effectivement sur le côté polar. Mais j'ai quand même trouvé en fait un roman assez surprenant. Mais qui, à mon avis, est en train de marquer une tendance dans la littérature jeunesse, c'est le roman horrifique. Il y a eu les vampires, il y a eu les zombies, et avec les zombies, on est en train de couler petit à petit vers le roman d'horreur. Quand je dis le roman d'horreur, attention, hein, c'est toujours à taille d'adolescent, mais qui permet à des gamins de se faire peur un peu au-delà des fameuses collections que vous connaissiez tous, Chair de poule. Donc d'aller un peu plus loin que la peur de Chair de poule, en fait, et de se faire vraiment flipper autour des fantômes, autour des revenants. Voilà. Et là, il y a un roman chez Actes Sud qui est vraiment intéressant, qui s'appelle La Maison abandonnée, qui est une traduction, hein, c'est Joël Sutherland qui fait ça. Et voilà, qui est un petit roman très angoissant, très anxiogène, qui m'a fait penser à un autre roman de chez Milan, en fait, qui s'appelait Les Chiens. J'ai perdu l'auteur, ça me reviendra. Stratton, je crois. Et pareil, il y avait ce côté un peu. Les chiens me faisaient penser au film. Alors, je suis content. J'ai des gens qui vont comprendre ce que je dis quand. Voilà, qui me fait penser au sixième sens, parce que quand je parle du sixième sens aux enfants, ils ne savent pas de quoi je parle. Alors, il y a une espèce de décalage. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu ces univers-là, en fait, un peu étranges, qui font peur et où on va se jouer avec nos propres peurs. Bientôt, Stephen King nous proposera des choses en jeunesse, j'imagine. Voilà. Mais c'est intéressant parce que on va
pouvoir, avec ces bouquins-là, aller vers autre chose. En fait, ouvrir à certains enfants qui, aujourd'hui, à travers le roman, ont envie de vivre des sensations, quelque chose qui va leur permettre de les trouver, en fait, dans ces romans qui jouent avec nos peurs. Moi, j'ai un souvenir fou de quand j'étais gamin, où j'ai lu Cujo, où j'avais 13 ou 14 ans, et où j'ai dû le jeter, en fait, sous mon lit, tellement j'ai eu peur, en fait, dans les premières pages. Et cette sensation, elle était extraordinaire, en fin de compte, parce que j'ai eu peur, mais j'ai eu envie d'y retourner quand même. Et après, j'ai lu tout, King, bien sûr. Donc, ça s'appelle La maison abandonnée. Alors, dans la lignée, on fait la trilogie Rouergue, acte sud. Je termine par Thierry Magnier, bien entendu. J'ai fait comme ça, la boucle est bouclée. Et pareil, chez Thierry Magnier, très peu de romans vraiment identifiés polars. Si ce n'est en fait 2 romans qui sont sortis à 2 ans d'écart, et là il y en a un qui vient de sortir, c'est pour ça que je vous en parle. C'est Marion Bernard en fait qui a fait des romans très à l'américaine. Un premier qui s'appelle 7 jours pour survivre, qui a été fait il y a déjà 2 ans, et un deuxième là qui vient de sortir qui s'appelle Keep Hope, qui se passe vraiment aux États-Unis dans un univers années 50-60, voilà, qui est vraiment du thriller à l'américaine en fait. On retrouve la patte de ces grands auteurs américains dans son roman. Et je trouve que c'est intéressant pour justement aussi amener ce public adolescent à peut-être faire la bascule en fait justement vers du roman noir plus classique, plus adulte aussi. Et ici, il faut quand même signaler, il y a une suite qui est sortie très, très récemment en fait sur un truc un peu délirant. Je dis délirant parce qu'il y a longtemps que c'était pas arrivé en fait en littérature de jeunesse, sur l'Islande qui se fait envahir par les aliens. Et ça s'appelle Sanglant hiver et Dernier hiver. Et donc c'est un Islandais qui écrit ça, c'est Hildur Knusdóttir, voilà, excusez-moi. Et alors j'aime bien parce qu'on est vraiment dans l'horreur fantastique là pour le coup. Donc il y a un côté horrifique, mais ce qui était marrant, c'est de refaire venir des aliens, alors que quelque part c'est pas la tendance du moment. C'est plutôt les zombies en ce moment que les aliens. Alors Thierry Magnier me permet de parler d'une autre petite collection, par contre, qui s'appelle En voiture Simone, que vous connaissez certainement, qui est une petite collection de romans juniors, pour le coup. On est sur du 9-12 à peu près, et puis un peu plus. Et en fait, cette collection, elle a démarré il y a déjà quelques années grâce à un titre de Katharina Mazetti qui s'appelle Les Cousins Carlson. Et Les Cousins Carlson, c'est un énorme carton. C'est une espèce de club des 5 revisité. Et à la sauce un peu plus contemporaine, un peu moins désuète. Et donc on a ces cousins avec des aventures régulières qui vont sur l'île de leur tante et où il se passe toujours plein de choses. Donc là, il y a un 8e opus qui sort. Je désespère pas en fait que Quai du Polar invite un jour Katharina Mazetti. Mais c'est plus compliqué. Et dans cette collection, il y a d'autres titres en fait qui sont parus. Alors tout n'est pas du polar, il y a beaucoup de choses qui sont très comiques, très drôles, mais il y a aussi un peu de polar. Alors, quand je dis polar, là, on est plus, comme on est sur la tranche d'âge 9-12, on est plus sur des enquêtes. On est moins sur le côté thriller, on est plus sur le côté enquête à la loupe, quoi. Et dans les enquêtes à la loupe, on va trouver les totems, notamment, en fait, avec des petits personnages qui parlent aux animaux. Donc là, alors, je parle pas d'animal tatou, c'est bien, ça s'appelle bien totem. Donc là, pareil, on en est sur 4 ou 5 tomes. Et puis Guillaume Guéraud se retrouve là avec les plus petits, de manière surprenante, mais dans un truc encore assez rock'n'roll qui s'appelle La course impitoyable. Voilà, que je conseille à tout le monde parce que c'est vraiment drôle. Un côté un peu, un peu road movie, un peu de folie, quoi. Comme il sait le faire, et assez agréable et assez facile à conseiller pour le coup, pour des gamins qui attendent quelque chose, qui attendent ce côté un peu rapide. Vous savez, aujourd'hui, le cinéma, on est passé d'une image toutes les 2 secondes en fait à 24 images par seconde. Et voilà, c'est un peu ça en fait. Guillaume Guéraud, il a ce côté 24 images par seconde en fait dans ses romans qui est assez surprenant. Voilà. Alors je reviendrai après sur d'autres petites collections. Je regarde l'heure quand même parce que comme je parle beaucoup. Je reviendrai après sur des autres petites collections en fait sur cette tranche d'âge junior parce qu'il y a quand même des choses intéressantes qui se mettent en place, pas identifiées comme du polar, mais avec justement un côté aussi enquête qui est pas mal. Alors je vais continuer assez rapidement. Chez les autres éditeurs, on va trouver comme ça quelques titres. Moi, je vais essayer de vous parler des titres qui m'ont paru le plus intéressants et pour lesquels
je pense qu'il faut avoir une petite alerte. Alors chez Casterman, en plus c'est l'éditeur historique de Cherub, bien entendu. Donc en fait ils ont, avec Cherub, ils avaient trouvé voilà, la poule aux œufs d'or, on va dire, du thriller en fait avec ce personnage-là. Donc ils continuent à décliner quelques séries. Ils avaient racheté Rush il y a quelques temps, donc qui était une traduction. Et là ils sont en train de publier Bodyguard, qui est aussi une traduction pour le coup, et on en est au 6e tome. Alors on est vraiment toujours dans le même principe. Hein. Bodyguard, c'est l'histoire d'une agence de garde du corps qui embauche des enfants pour protéger d'autres enfants. Voilà. Donc des enfants presque militaires qui vont protéger des enfants très riches. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Le pitch est pas mal, ça fonctionne bien. Il y a un côté bodyguard de la vieille époque, vous vous souvenez, avec Kevin Costner. Voilà. Mais en plus petit, en version pour les enfants. Et puis, alors, en dehors de ces séries, quand même, voilà, qui rendent les enfants assez addicts au bouquin. Et moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a jamais de mauvaise lecture, qu'il y a toujours des livres qui font lire les enfants, et que tant mieux, parce que si on rentre par Cherub, si on rentre dans la littérature par le Club des 5, ou si on rentre par la littérature par X ou Y, bah, mine de rien, l'idée, c'est le plaisir en fait qu'ils vont avoir à ouvrir un livre et à se mettre dans l'histoire. Donc j'ai toujours du mal à me dire qu'il y a des mauvais livres. Il y a surtout des livres qui font lire. Et tant mieux s'ils font lire. Et puis après, petit à petit, à nous de les guider vers des choses où ils auront plus de plaisir, quoi, bien entendu. Ou du moins qui nous paraîtront leur donner plus de plaisir. Alors il y a quand même chez Casterman Bertrand Puard qui édite. Bertrand Puard, vous vous souvenez peut-être, c'était Les Effacés chez Hachette. Et, il avait fait un bleu, blanc, rouge aussi. Non, pas bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, sang, pardon. Toujours chez Hachette. Et là, il a une série qui se termine, qui s'appelle L'Archipel, alors qui est tambour battant. J'avais tendance à dire que Bertrand Puard, c'était un petit peu un Stakhanovitz de l'écriture, en fait. C'est un gars, il se lève le matin, il sait qu'il a 3 chapitres à écrire, donc il va écrire ses 3 chapitres, et à 18h, il a fini, il fait sa petite vie de famille, et puis le lendemain matin, à 8h, il est debout à nouveau pour écrire les 3 chapitres suivants. Voilà. Et lorsqu'il commence un roman, en fait, il sait où il va. C'est-à-dire, il a toujours un espèce de fil conducteur qui l'amène à l'endroit où il veut aller à la fin. Il est assez surprenant, il écrit un petit peu comme Villeminot, en fait. Ils ont un peu les mêmes manières, en fait, de concevoir l'écriture. Et l'Archipel, c'est une histoire de spoliation d'identité, puisqu'on va suivre l'histoire d'un personnage qui va se retrouver dans une situation dans laquelle il ne devrait pas être. Lui, il certifie qu'il n'est pas l'homme qu'on doit arrêter, sauf que bien sûr, tout concorde à ce que ce soit lui, et il va être enfermé dans une prison alors qu'il n'est pas du tout celui qu'on croit. Et bien sûr, de l'autre côté, un autre gamin est en train de prendre son identité. Donc l'Archipel, ça va être autour de ces deux gamins-là, mais avec quelque chose qui est beaucoup plus fin que ça, puisque ces personnages, tous les deux, vont bouger. C'est-à-dire que là où on pense le côté un peu manichéen, du gentil et du méchant, eh ben les lignes ne vont pas être si claires que ça au fur et à mesure du roman, et on est sur quelque chose qui est plutôt très bien mené, comme d'habitude. Alors c'est quelqu'un qui est très documenté en plus, qui fait un gros travail de documentation quand il bosse, et donc qui nous embarque tout de suite dans ses aventures. Alors, un éditeur quand même à soulever, qu'on connaît peu en fait du côté du roman, c'est Didier Jeunesse. Didier Jeunesse qu'on connaît surtout pour ses albums, mais Didier Jeunesse a de plus en plus une édition de romans. Il y a quelques années, il y avait un roman extraordinaire, moi qui m'avait vraiment donné envie d'aller plus loin avec Didier Jeunesse. C'était le roman de Flore Vesco qui s'appelait De Cap et de mots. Voilà un roman incontournable, qui est un vrai roman d'enquête pour le coup en plus, et qui est extrêmement bien écrit. Et ben ils sont en train d'éditer petit à petit d'autres choses. Et notamment, il y a David Moitet qui a fait un bouquin qui s'appelle Le dossier Handel. L'histoire d'un gamin qui, dès le début, en fait, voit sa famille tuée sous ses yeux et il est obligé de fuir face à la police, puisque c'est la police qui vient d'assassiner ses parents et qui va essayer de tirer les fils de cette aventure-là. Alors, juste pour la petite anecdote quand même, c'est que ce roman-là a eu le prix Jeunesse de Cognac, qui n'est pas un petit prix quand même. Et donc je trouve que c'est encourageant en fait pour un auteur comme David Moitet, et puis c'est encourageant pour une collection comme Didier Jeunesse, qui avait notamment édité aussi Pascal Rutter avec son roman là je me souviens plus, j'ai un trou, vous m'aiderez peut-être, un roman qui a été adapté en plus au cinéma, bon je sais plus. Et donc là ils ont pour moi 3 grands romans qui ont été édités récemment. Donc il y a celui-là, Le dossier Handel. Il y a
Dis au revoir à ton poisson rouge de Christophe Rutter, de Pascal Rutter par exemple, qui vient de sortir aussi, pareil sur une histoire d'enlèvement. Et puis Éric Senabre, qui est un autre auteur intéressant, qui avait déjà fait d'autres choses, et là qui arrive avec une mini-série. Il avait fait Le Dernier Songe de Lord Scriven, une ambiance très Holmes, très Angleterre victorienne, mais avec un personnage indien, enfin d'origine indienne, qui avait une compétence un peu particulière, c'est celle de résoudre les énigmes en dormant et en rêvant en fait des solutions. Et donc après, il fallait bien sûr décortiquer la métaphore en fait conte qui était faite par le rêve. Donc c'est assez intéressant de pouvoir découvrir ça, puisqu'il y a un deuxième roman qui vient de sortir qui s'appelle Le Vallon du sommeil sans fin. Et donc là, moi, vraiment, je vous conseille d'aller voir chez Didier Jeunesse ces romans qui sont que des créations françaises, qui ne sont pas des traductions, et qui sont vraiment d'une très grande qualité d'écriture et au niveau de l'aventure et de la manière dont ça nous capte. C'est vraiment c'est prenant à chaque fois. Voilà. Bon, ils ne sont pas très forts en couverture des fois, je ne vous le cache pas, ce qui peut des fois un peu être difficile, puisque la couverture, c'est quand même la première rentrée dans le livre pour le pré-ado et l'ado, et quelquefois, eh ben, nous, ça nous demande de défendre encore plus le livre quand la couverture elle est un peu ratée. Alors, je voulais vous signaler quand même un nouvel éditeur jeunesse, enfin un nouvel éditeur, c'est l'édition du Rocher. Alors aujourd'hui, il y a Guillaume avec nous qui est directeur de collection et qui a été justement qui est en charge de développer ce rayon ce catalogue jeunesse en fait des éditions du Rocher, notamment parce que il a commis 2 romans coup sur coup, un qui s'appelle L'île aux panthères et l'autre qui s'appelle La presqu'île empoisonnée, qui met en scène les Jackson 5. En fait, ils sont 5, les Jackson, J-A-X-O-N. Et ces 5 personnages, alors là pour le coup, je vous parlais de Club des 5 tout à l'heure avec Katharina Mazzetti. Là, on est au Club des 5 survitaminé, 2.0, voilà, hyper connecté, hyper vitaminé, donc avec des romans qui sont tambour battant. Et l'un qui se passe à Nantes, L'île aux panthères, et le deuxième qui peut avoir un intérêt pour vous, puisque La presqu'île empoisonnée se passe à Lyon. Et sur la couverture, vous avez le musée des Confluences qui est dessiné, avec des très belles couves d'ailleurs. Et là, pour le coup, on est sur une série de 2 romans avec une évolution des personnages. Ils pourraient se lire indépendamment, mais il y a vraiment un sens en fait à le lire l'un après l'autre. Et avec des personnages pareils, comme pour Bertrand Puard, avec des personnages évolutifs en fin de compte, où les relations vont changer les uns par rapport aux autres. Et nous-mêmes, on va les découvrir, c'est-à-dire, au départ, ils ne se connaissent pas vraiment. Enfin, on découvrira que ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Mais ces 5 personnages, le fait de se découvrir, vont nous permettre aussi, nous, comme si on était à côté d'eux, de les rencontrer et de découvrir leurs secrets quelque part, qui sont, voilà. C'est pas des super-héros, mais c'est pas loin d'être ça. Donc là, c'est une collection à suivre, et surtout qu'il y a plein de choses éditées, enfin qui sont en cours d'édition. Il y a très prochainement, il y a Emmanuel Trélez, donc qui avait travaillé chez Nathan et qui faisait les enquêtes du hibou, les enquêtes de la carotte, si ça vous dit quelque chose, qui c'était des romans juniors extrêmement drôles. Et bien là va sortir Le macaron est sur les dents, avec 3 petites enquêtes complètement déjantées et folles, que j'ai pas encore lues, mais j'ai très confiance en Emmanuel Trélez pour me faire rire. Et puis il y a une série là qui va arriver qui s'appelle Enquête au jardin. Alors, hop, j'ai la chance d'avoir eu ce machin tout à l'heure. Voilà, donc là c'est une série pareil, Enquête au jardin. Alors là on en parlera mieux tout à l'heure parce que la deuxième partie de mon intervention, ça sera avec Céline Le Gallo et Guillaume Le Cornec, et on parlera des médiations en fait autour du livre. Là pour le coup c'est vraiment quelque chose qui s'est créé en lien avec les médiations autour du livre, quoi. Donc on en parlera mieux tout à l'heure. Alors, je ne serais pas complet si je ne vous citais pas le prix jeunesse qui est du Polar et la manière dont on travaille en fait pour ce prix jeunesse. Depuis maintenant 3 ans, 4 ans en fait, on a mis en place la librairie Quai du Polar, la FEV, qui est une association d'étudiants, et les écoles. On a mis en place ce prix Quai du Polar jeunesse. L'idée étant de proposer à la lecture des romans juniors pour les gamins entre 9 et 12 ans. Donc en fait, c'est les classes de CM1, CM2 et 6e qui bossent là-dessus. Donc cette année, il y avait 7 classes, je crois, qui représentaient un certain nombre d'élèves.
Et nous, on fait une sélection ensemble, donc avec du polar, et ensuite on propose cette sélection aux élèves pour la lecture, et c'est eux qui votent. C'est-à-dire que nous, à part avoir fait la sélection, on ne fait plus rien d'autre. Et c'est vraiment les enfants qui vont voter ensuite derrière et qui vont donner le prix Quai du Polar qui sera remis demain. Voilà. Et donc, pour le petit souvenir, en fait, le premier roman qui avait eu ce prix, c'était celui de Séverine Vidal, La drôle d'évasion, dans la collection Pépix. Je vous parlais tout à l'heure de En voiture Simone chez Thierry Magnier. La collection Pépix, c'est la collection 9-12 ans de chez Sarbacane. Une collection qui est assez sympa parce que courte, drôle, souvent avec des polices de caractère assez importantes et surtout des grands écarts dans le texte, entre deux lignes. Donc ce qui permet une lecture assez fluide aux enfants. Et cette année d'ailleurs, à signaler que moi j'aurai sur ma table un autre titre des éditions Sarbacane qui s'appelle Course-poursuite. Attendez, hop, je ne sais plus où c'est. Je l'ai mis où ça? Ah oui, Kidnapping à la confiture. Voilà. Donc ça c'est très drôle. Enfin, le titre engage tout de suite sur la suite. Mais c'est une collection à suivre, donc c'était le premier qu'il y avait eu. Le 10 minutes à perdre dont je vous parlais tout à l'heure en 2016 a gagné un prix aussi, donc a gagné le prix Quai du Polar. En 2017, c'est la BD Les Carnets de cerises. Alors on a arrêté de faire ça. On met plus de BD maintenant dans la sélection parce qu'en fait sinon c'est la BD qui gagne. Donc là voilà, c'était très bien. Hein. C'est super beau le travail de Chamblin et d'Aurélie Néret. C'est vraiment très beau ce qu'ils font tous les deux. Mais on a dit que voilà, ça serait la dernière fois qu'on mettrait une BD dans la sélection parce que voilà, c'est le livre qui est lu par tout le monde. Et donc nécessairement en termes de prorata, c'est celui pour lequel on vote le plus facilement. Et puis l'année dernière, c'est Anne-Gaëlle Balp qui avait eu le prix avec Le secret de Vandame Pichard, un roman dans la collection 9 de l'École des loisirs, ce qui n'est pas forcément... voilà, pareil, à l'École des loisirs, on n'arrive pas forcément à retrouver facilement des polars à l'intérieur. Alors cette année, il y avait 4 romans, il y a toujours 4 romans qui sont en sélection. Il y a le roman de Céline Le Gallo, qui s'appelle La surprenante affaire du livre volé, donc qui est en lice pour le prix. Il y a Jefferson de Jean-Claude Mourleva. Alors Jean-Claude Mourleva, vous connaissez tous, puisque c'est quand même le grand auteur jeunesse, enfin un des grands auteurs jeunesse aujourd'hui. Et Jefferson est vraiment un polar, ce qu'il a rarement fait en fin de compte, puisqu'il est soit dans les univers un peu fantastiques, soit dans les univers quotidiens. Et là, il a vraiment lancé un polar, donc il sera d'ailleurs à Quai du Polar cette année, présent pour dédicacer Jefferson et d'autres choses. Et voilà, à découvrir absolument, parce que c'est un roman qui est extrêmement bien mené, alors qui est plutôt engagé pour le coup, puisque c'est un roman sur la violence animale aussi. Donc, il a aussi, encore une fois, pour l'anecdote, ne proposez pas un sandwich au jambon à Monsieur Mourleva, il n'en mange plus. Et il y avait 2 autres romans. Donc à l'École des loisirs, il y a Je ne joue plus, un roman de comment il s'appelle, Frédéric Chevaux. Donc ils avaient le choix avec ça. Et puis une petite pépite, moi, que j'ai trouvée assez surprenante, chez L'Élan Vert. Donc je ne m'attendais pas à trouver ça chez L'Élan Vert. L'Élan Vert qui est plutôt un éditeur d'albums en fait, mais qui a une collection qui s'appelle Pont des Arts, que vous connaissez peut-être, qui est une collection autour des œuvres et où on demande à un illustrateur de créer une histoire autour d'une œuvre. Et là, ils ont travaillé autour de Hopper. Et plutôt que de partir sur une seule œuvre de Hopper, ils sont partis sur plusieurs œuvres de Hopper. Et à partir de là, ils ont raconté une nouvelle histoire. Et c'est David Ecali qui a eu ce rôle-là, de raconter l'histoire. Et ça s'appelle La chanson perdue de Lola Pearl. Et c'est un petit objet qui est magnifique, qui ressemble à un espèce de Moleskine, en fait, un carnet Moleskine, avec dedans des croquis, des dessins, en fait, comme un carnet à dessin, en fin de compte, et qui vont être parsemés de toiles de Hopper. Et tout ça pour nous raconter une véritable enquête à travers ce petit roman. Donc là, on est sur un très bel objet. Voilà, donc cette année, il y a 4 livres. Donc ça me permettait de parler de ces nouveautés-là qui sont quand même, puisque nous, on fait une espèce de veille, justement, pour le prix, et on essaye de trouver ces romans pour pouvoir les proposer ensuite à la lecture. Oui. Oui, alors les sélections... Oui, alors je ne sais pas. Il faudrait revoir avec le site Quai du Polar, en fait, si on a la possibilité de retrouver les sélections. Je m'en souviens pas vraiment moi, je ne vais pas vous le cacher, mais je pense qu'il faudrait voir sur le site ou poser la question en fait, aux administrateurs du site pour voir si on peut retrouver assez facilement ces collections-là. Alors, je vais juste terminer par 2 choses, et après j'arrête, promis. C'est déjà l'heure. Gulfstream
était un éditeur en fait qui avait une belle collection polar à l'époque qui s'appelait Courant Noir, qui était une collection historique et polar, et où il y avait pas mal de romans qui avaient été publiés avec des choses qui étaient toujours très documentées, puisque toujours intégrées dans la grande histoire. Donc il y avait des romans qui avaient été faits sur la Grande Guerre, mais aussi sur la Deuxième Guerre mondiale, sur le Japon médiéval, sur la Prohibition, en fait, voilà. Donc il y a eu pas mal de choses. Et ils ont un peu arrêté ça et ils sont passés à une autre collection qui s'appelle Électrogène, qui est plus une collection, on va dire, généraliste, et où vous allez retrouver certaines fois des enquêtes, mais là j'ai rien trouvé de vraiment percutant pour moi. Mais par contre, bon, il y a Béatrice Nicodème aussi qui sera invitée. Alors Béatrice Nicodème qui écrit énormément aussi de polar historique, justement. Et là, pour le coup, elle vient avec une petite série qui s'appelle Futetaki. Alors c'est une série qui avait été déjà éditée il y a quelques années, qui est rééditée chez Gulfstream, et qui vient se placer dans une collection un peu particulière de livres-jeux. Alors, je voulais vous parler de ça parce que pour moi, c'est une nouvelle tendance de la littérature jeunesse, c'est de proposer aux enfants d'être acteurs en fait du livre qu'ils sont en train de lire. Et donc, avec cette petite collection chez Gulfstream, alors il y a le Futetaki, mais il y a aussi Puce et Globule, Lucien et Hermine, Alexis et Zoé, on va retrouver à chaque fois des moments où on interpelle le lecteur qui va interagir en fait avec l'histoire. Alors on n'est pas encore tout à fait dans le livre dont on est le héros, mais on est dans quelque chose où on quand même demande à l'enfant d'intervenir. Et ça existe de plus en plus. Et il y a notamment une collection, alors ça c'est drôle parce que c'est une collection qui s'appelle Pulp Fiction, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors c'est marrant parce que là pour le coup le lien avec le polar il est clair quoi, hein, du fait même du titre de la collection. Alors il n'y a pratiquement aucun polar qui est édité, mais ils avaient envie d'appeler ça Pulp Fiction. Et ils ont fait un dernier, leur dernier titre sorti là s'appelle La confrérie des téméraires. Et c'est un véritable livre-jeu pour le coup. Donc c'est un roman avec une partie vraiment romanesque et romancée. Et il y a des planches d'illustration. Et sur chacune de ces planches d'illustration, c'est un jeu qui est proposé en fait à l'enfant et qui va faire avancer bien sûr l'intrigue. Donc il y a de plus en plus ce développement-là. Alors ça me permet d'ailleurs de parler d'une série chez Albin Michel qui s'appelle 30 minutes pour survivre. Et donc au départ Albin Michel a acheté ça à un Australien en fait. Ils en ont édité 2 ou 3. Et puis là, ils ont demandé à des auteurs français en fait de travailler. Et donc, il y a Olivier Gay et Bertrand Puard qui se sont prêtés au jeu et qui ont fait des volumes qui s'appellent 30 minutes pour survivre. Alors, il y a des titres, voilà, dont un sur Fortnite. Alors oui, je sais. Moi-même, je suis en débat avec mon adolescent de 15 ans là-dessus. Mais malgré tout, mettre Fortnite dans un titre, c'est comme mettre... je sais pas, en fait, c'est quand même du miel pour les abeilles, en fait, c'est un peu l'idée. C'est vous attirer les enfants avec ça. Mais c'est surtout que c'est une collection qui est intéressante parce que c'est une vraie collection dont on est le héros pour le coup. Donc là, c'est vous qui choisissez et vous avez 30 minutes en fait et le temps se décompte au fur et à mesure des choix que vous faites jusqu'au moment où soit vous avez réussi, soit vous êtes planté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule ligne pour gagner. C'est-à-dire on peut gagner par différents biais. Donc on peut arriver à contourner et à revivre l'histoire en fait en relisant le volume. Alors ça ressemble beaucoup à nos livres dont on est le héros qu'on a lu quand on était plus gamin, mais qui est moins sur la fantaisie et qui est plus tourné vers le côté thriller, polar un petit peu. Et dans ces univers-là, justement, vous arrivez à trouver aussi, par exemple, les BD dont on est le héros de chez Macaca, avec des BD autour de Sherlock Holmes, et où, là, pour le coup, c'est vous qui choisissez en fait à chaque fois la manière dont ça commence, dont ça continue. Alors j'aurais pu continuer, parce qu'il y a plein d'éditeurs que j'ai ratés. L'École des loisirs est juste en train de recomposer ses collections et met en noir les volumes qui sont un peu polars. Donc au lieu d'être blancs, ils sont noirs. Donc là, vous retrouvez plein de titres en fait qu'ils avaient édités au départ classiquement et qui passent où les couvertures sont noires en fait pour bien indiquer que c'est du roman noir. On retrouve du Mario de Muraille, on retrouve du Malika Ferjouk dans ces collections-là, bien sûr. Et puis, je vais terminer par un Hubert Benkemoun, qui est un auteur aussi très connu, que vous avez beaucoup dans les CDI ou dans les bibliothèques, qui est en train de faire une série qui s'appelle Piégé. Et c'est marrant parce que c'est une série... Alors, j'aime bien Hubert Benkemoun pour ça, parce qu'il se donne toujours des défis d'écriture. Et là, pour le coup, c'était de dire, tu as 3 heures pour sortir du roman. C'est-à-dire, tu lis, et en fait, le temps du roman, c'est le temps de la lecture. C'est-à-dire que vous avancez au même rythme que le personnage principal. Donc l'intrigue dure 3 heures, et lorsque vous lisez le roman, si vous ne faites prendre par le roman, vous allez lire 3 heures.
Parce que tout est timé à la minute près, et vous allez rentrer en fait au même moment dans l'identité du personnage. Donc c'est assez surprenant. On n'est pas sur un livre-jeu, mais on est sur quelque chose qui est assez addictif. Vous vous souvenez à l'époque aussi de la série qui s'appelait 24 heures chrono. On retrouve un peu cette dynamique-là. De dire là, voilà, on a 3 heures de temps partagé avec le personnage principal, et ben c'est les 3 heures de ma vie, quelque part, que je partage en même temps que lui, puisque lui aussi, ça va durer 3 heures. Voilà. Alors bien sûr, vous pourrez retrouver une grosse partie des romans dont je vous ai parlé en fait sur mon stand, si vous avez le courage en fait d'aller jusqu'au Palais du Commerce. Si on vous laisse rentrer dans le Palais du Commerce, parce que des fois c'est vite bloqué parce qu'il y a du monde. Mais voilà, toute cette sélection-là, j'ai pu la faire en fait pour Quête du Polar, et puis bien d'autres, puisque j'ai aussi rajouté des premières lectures, des albums, des livres-jeux, bien entendu. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et sinon, on peut passer à la suite. Et je vous remercie de votre attention. Voilà.